Le climat social en France, les réformes engagées par le gouvernement et le président de la République, l'avenir du Parti socialiste qui a bien du mal à se faire entendre, à moins que ce soit l'ancien président de la République qui serve de porte-voix. On va voir ça avec Luc Carvounas, qui est député socialiste du Val-de-Marne. Luc Carvounas, bonjour. Bonjour et bienvenue dans les locaux du Figaro. Merci d'avoir invité. Le non-plan banlieue d'Emmanuel Macron, vous qui êtes un élu de banlieue de longue date, vous avez été sénateur avant, vous avez maire surtout. Maire également. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison. Il a raison de ne pas empiler les plans qui servent finalement, disent beaucoup à pas grand-chose. Il y a deux choses. La première, quand on écoute comme ça, brut de décoffrage, 1h03 de stand-up, on se dit, il n'y a rien. Quand on est le commun des mortels, en attendant des mesures, un grand plan, puisqu'il y a eu tout ce buzz autour du plan Borloo que lui-même avait commandé. Après, quand vous regardez les choses avec un prisme politique, je pense que le président de la République a utilisé des expressions à dessein. Quand il parle des deux mâles blancs, il s'adresse à qui? Ça vous a choqué, ça? Non, c'est pas que ça me choque pas. Il fait de la politique, Emmanuel Macron. Il parle de Borloo et de lui, mais... Non, d'accord. Mais il parle surtout à ses invités qui étaient dans la salle des fêtes, qui sont les indigènes de la République. Il a repris le vocabulaire des indigènes de la République, donc il envoie un message politique à toutes ces associations en disant, à mes yeux, moi qui suis un ultra-libéral, modèle anglo-saxon, c'est à vous de gérer les problèmes de banlieue. Et avoir entendu, comme l'ancien élu et maire que j'ai été, que finalement on a été clientéliste, que l'on a fait du communautarisme. Donc j'imagine qu'il met dans le paquet tous ces maires devenus aujourd'hui ses ministres. Vous savez ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu la politique de la ville qui a été portée par la gauche et qui l'a inventée? On aurait aujourd'hui des quartiers entiers qui seraient des favelas. Et avoir un président de la République qui ne connaît pas tout ça, mais qui en plus de manière péremptoire vient vous donner des leçons, c'est assez insupportable. Mais encore une fois, faisons bien attention à ce qui est en train de se passer sur la politique qui est en train d'être menée par le président de la République. Vous avez vu son discours au Bernardin. Regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui sur les messages qu'il envoie sur son soi-disant plan banlieue. Tout ça, ce sont des mêmes pièces d'un grand puzzle, d'un grand dessin politique qui ressemble à de l'ultralibéralisme modèle anglo-saxon. Sur tous les sujets. D'accord. Alors, justement, de ce point de vue, Bercy dit, bon, si l'emploi, si la croissance, si l'économie va mieux dans ce pays, il faut revoir un peu les aides à l'emploi et les aides sociales. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ils ont raison, non? Derrière les derniers chiffres du chômage, malheureusement... Oui, ils ne sont pas très bons. Bon, voilà. Ensuite, là aussi, c'est un grand dessin. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu un couac entre Bruno Le Maire, Édouard Philippe et Gérald Darmanin. C'est ce que dit Griveaux, mais... Oui, mais Griveaux, vous savez, porte-parole, il lit ses fiches et puis on s'en fiche en fait, pour faire un mauvais jeu de mots. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, regardez, ils ont cassé les emplois aidés à la rentrée dernière, ils ont créé ces 5 milliards pour les plus riches, on ne va pas revenir dessus, mais c'est quand même la réalité. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, tous les ministres qui prennent la parole, j'étais encore aux questions d'actualité hier, à chaque fois, c'est la même gimmick de répétition, c'est « oui, mais on a fait le dédoublement des classes de CP, oui, mais on a fait... oui, mais allez voir les habitants de nos communes, c'est pas de ça dont ils vous parlent. On est de plus en plus dans un modèle libéral, là. On n'a jamais été autant. Ah oui, je pense qu'on est vraiment dans le chacun pour soi. Et, pardon de l'expression, c'est, j'allais dire, démerdez-vous, débrouillez-vous. Et aujourd'hui... C'est le système D avec Macron? C'est dire aux élus locaux et aux syndicats, de façon à tous les corps intermédiaires d'une grande démocratie comme la nôtre, c'est je me contrefiche de votre opinion. Moi, le premier de cordée, c'est chacun, dans la philosophie d'ailleurs de Paul Ricoeur, ultralibéralisme, l'homme doit être libre, chacun doit se débrouiller. Tout ça est une même chaîne idéologique. La Cour des comptes dit précisément, en analysant le budget 2017, vous dépensez trop, il faut moins dépenser. De toutes les manières, la Cour des comptes, elle est dans son rôle. Aujourd'hui, on a un président de la République qui a bénéficié des fruits de notre travail des 5 dernières années, qui aujourd'hui, moi je ne sais pas, sincèrement, on va voir... Parce qu'elle tape sur le budget, justement, en partie dû à François Hollande. Je vous rappelle, ça fait 1 an qu'ils sont au pouvoir. Mais on analyse le budget ils vont pas nous faire le coup qu'on a fait à Sarko dans tout le quinquennat, donc ça va. Mais si vous voulez, moi, mon inquiétude, c'est comment aujourd'hui le gouvernement... Édouard Philippe et Emmanuel Macron vont pouvoir, d'un côté,
trouver les 26 milliards pour l'exonération complète de la taxe d'habitation. De l'autre côté, même si on négocie avec Bruxelles, prendre en charge la dette de la SNCF. De l'autre côté, faire le service national universel même un mois, il y en a pour au moins 2 milliards. Où on va trouver l'argent? Où on va trouver l'argent? Si on va aller trouver l'argent sur les 26 milliards des minima sociaux, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce pays, ça ne peut pas aller dans ce sens-là. Donc à un moment donné... Donc vous êtes sévère sur les 1 an de présidence Macron. Mais moi je juge sur pièce. Aujourd'hui, les 100 plus riches familles de France touchent chaque jour qui passe 4 000 euros, alors qu'on dit aux retraités pour 1 200 euros de voir leur pouvoir d'achat taxé. Vous trouvez que c'est juste? Alors, vous avez perdu une élection qui était celle du premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous avez bien observé ce congrès. Des illusions. Je savais que je n'allais pas gagner, je suis parti de rien. Ici même, vous avez dit c'est moi qui gagne. Je ne veux pas être perdant quand on fait une campagne, mais soyons raisonnables. Vous êtes amer, vous êtes déçu? Non, j'ai fait une belle campagne, je suis allé à la rencontre de... Pas de regret? Ah bah non, parce que aujourd'hui, j'ai rassemblé beaucoup d'amis autour de moi. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous êtes député, d'accord? Ah bah c'est pas mal. Non, mais bien sûr. Je suis député, je suis conseiller municipal d'Alfortville, député d'Alfortville et de Vitry-sur-Seine. Je travaille aux côtés du maire de Vitry-sur-Seine comme du maire d'Alfortville aujourd'hui, qui m'a remplacé. Je suis membre du bureau national du Parti Socialiste. Et puis, c'est pas un scoop, mais je phosphore à lancer vers mi-septembre, sûrement vers Marseille, un nouveau mouvement politique au sein du Parti Socialiste, mais qui aura... Qui sera dans le Parti Socialiste. Dans le Parti Socialiste. Vous avez l'autorisation d'Olivier Faure? Mais je n'ai pas d'autorisation à demander à qui que ce soit quand on veut apporter... Ça s'appellera comment ce mouvement? Ça sera un mouvement? Ce sera un mouvement ou un club. Qui s'autofinancera? On n'en est pas encore là. Vous savez, aujourd'hui, moi, je prends toutes les énergies que j'ai rencontrées en France et aux Antilles, puisque je suis aussi dans le cadre du congrès allé là-bas, pour faire quoi? Pas faire une machine pour Luc Carvounas, mais juste faire une machine qui va prendre du temps, loin des contingences du calendrier du Parti Socialiste auquel je participe, pour phosphorer, pourquoi à Marseille? Pour proposer. D'abord parce que c'est un c'est un clin d'œil. J'ai commencé ma campagne du congrès à Marseille, donc c'est à Marseille. Et puis j'ai beaucoup d'amis là-bas, Samia Gali, Patrick Menucci, Yannick Oanissian. Vous êtes en communauté d'esprit? Oui, et puis j'ai envie, si vous voulez... Ils pourraient être avec vous? En tous les cas, on verra en temps et en heure. Mais moi, j'ai envie de quoi? J'ai envie, par exemple, Marseille, Euro-Méditerranée, de faire une table ronde de propositions sur ce que pourrait être l'Europe dans ses relations avec la Méditerranée, quand on a la question des migrants, de ce que pourrait être une Europe politique, quand on voit l'échec de la diplomatie européenne après la visite de Theresa May, d'Emmanuel Macron et de Angela Merkel aux quand même États-Unis. de voir qu'Olivier Faure a bien du mal à se faire une place au soleil quand vous regardez les sondages. C'est une tâche compliquée. Je disais à l'époque où j'étais candidat, il faut être un peu dingue pour avoir envie d'être premier secrétaire. Et moi, il n'est pas mort, ce Parti Socialiste. L'avenir nous le dira. Moi, en tous les cas, je ne crois pas à sa mort. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Je vais faire comme pendant ma campagne. Je vais être un éternel optimiste. Mais ça dépendra de nous, en fait. Ça dépendra si les petits copains vont venir sur les plateaux pour désinguer un tel ou une telle. Ça n'apportera rien dans l'état dans lequel on est. Ça dépendra de la volonté qu'on a les uns ou les autres. Je vous ai témoigné de la mienne, d'apporter une pierre à l'édifice de la reconstruction dans le parti, mais aussi avec ses propres amis et des intellectuels. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais ça va prendre du temps. Oui, mais il y a un homme qui parle beaucoup en ce moment, parce qu'il revient à la lumière. C'est François Hollande, l'ancien président de la République, qui dit qu'il y a une place pour une gauche de gouvernement. Et mezza voce, mais il ne le dit pas. Pourquoi pas moi? Alors, il y a une place pour la gauche. Parce que, je l'ai dit d'ailleurs pendant le congrès, ça veut dire quoi la gauche de gouvernement? Si c'est gouverner pour gouverner, la gauche de gouvernement, c'est Olivier Dussopt et Gérard Collomb qui sont capables de gouverner avec la droite. C'est ça la gauche de gouvernement pour moi. Parce qu'il est de droite, Macron? Ah bah oui. Ah oui. Et c'est pas moi qui le dis, c'est aujourd'hui de plus en plus de compatriotes. Et moi, il a été ministre de François Hollande, je me pose la question. Ah oui, mais moi j'ai toujours dit, même quand le secrétaire général, M. Jouillet, qui avait été ministre de Sarkozy, était secrétaire général de l'Élysée, moi ça me choquait. Bon, voilà, que l'ancien président ait eu des gens de droite autour de lui. Donc c'est pas une gauche gestionnaire qui doit être aux affaires? Non, c'est une gauche tout court. Une gauche à la fois qui doit retrouver le fil avec un peu d'utopie. On l'a un peu porté dans... Ça, c'est Mélenchon, ça. Non, Mélenchon, c'est une autre forme de radicalité, d'ailleurs, où il y a même des bisbilles entre eux, puisqu'ils ne sont pas tous d'accord sur la stratégie. Moi, je suis pour la gauche. Moi, je suis pour que
ce que nous avons porté dans cette société, et notamment sous la Ve République, les grandes avancées de progrès, c'est nous. Je vais pas faire lesquelles la réduction du temps de travail. Ça a foutu l'économie française par terre. Et la CMU, ça a foutu l'économie par terre. Et le PAC, ça a foutu l'économie par terre. Et la retraite à 60 ans, ça a foutu l'économie par terre. Oui, ça, c'est votre vision, vous, frère. Mais toutes les grandes questions. Tous les experts le disent. Tout le monde augmentait l'âge de départ à la retraite, nous on reculait. Frère, ça a tellement foutu l'économie par terre qu'on a donné les clés de la boutique France à Emmanuel Macron. Dans une bonne gestion et en bon état, regardez les indicateurs. Donc aujourd'hui, il faut que la gauche retrouve ce chemin-là et cette histoire-là. Vous souhaitez le retour de François Hollande ? Mais moi, je n'ai pas souhaité le retour de François Hollande. Vous continuez à le voir ? Non, j'ai eu très peu de contact avec lui. Vous l'aviez prévenu de votre candidature ? Par respect vis-à-vis de ce qu'il avait été. D'abord, un ancien président de la République, un ancien premier secrétaire du parti. J'avais rencontré pas mal de fortes personnalités, notamment François Hollande. J'avais passé un très bon moment. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il avait été dit une chose totalement fausse, une fake news, comme quoi il m'avait proposé son soutien et je lui avais dit surtout pas. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Donc, je ne sais pas, mais dans un cadre de congrès, on dit souvent des mauvaises choses. Pas du tout, franchement. Non, moi j'avais envie surtout de le rencontrer, ça avait été un bon moment. C'est une voix forte, François Hollande. Mais oui, c'est une voix forte, François Hollande. Il était président de la République. Il y a un succès de librairie, parce que d'abord c'est un ancien président. Vous l'avez lu son livre ? Oui. D'ailleurs, il est très bien écrit ce livre. Et c'est un succès de librairie parce que ça intéresse les Français. Les Français, c'est un peu très politique. Il est clairvoyant dans ce livre, on a l'impression que finalement, aucune erreur ne lui est imputable. En tout cas, moi, il y a un passage qui m'a beaucoup touché, c'est quand il décrit finalement sa solitude face aux familles des militaires. Lors des attentats. Mais c'est ça, ça a été ce président de la République-là. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont faits de chair et de sang comme nous, et je pense que ça a eu un impact comportemental et psychologique, même au plus haut niveau de l'État. Il n'y a pas une certaine indécence quand même à revenir quand... plus personne n'a voulu de vous, et puis écoutez, commenter tout. Moi, je trouve que l'indécence, elle est chez Emmanuel Macron qui a trahi celui qui l'a fait, elle est chez Gérard Collomb qui aujourd'hui s'assoit avec Édouard Philippe et Bruno Le Maire, elle est chez François de Rugy qui, face caméra, pendant une primaire, a dit qu'il soutiendrait le candidat vainqueur. Nous sommes dans un quinquennat marqué par l'indécence. Donc, le quinquennat est marqué par l'indécence, la trahison, maintenant tout le monde trahit tout le monde. L'ADN, c'est la félonie et la trahison, et tout le monde trouve ça normal, à commencer dans les médias. Donc moi, je ne vais pas commencer Et votre ami Valls, alors, là ? C'est toujours votre ami ? Je vous l'ai déjà dit sur le plateau depuis des mois, et même plus, maintenant ça fait plus d'1 an. Mais non, mais j'ai d'ailleurs, il veut être maire de Barcelone, il paraît, donc bonne chance. D'accord. Les européennes, est-ce que vous allez jouer un rôle dans ces européennes ? Vous n'allez pas lâcher votre mandat de député national pour... Non. Qui est-ce qui pourrait conduire une liste ? Il y aura une liste socialiste ? Écoutez, moi je souhaite d'abord que le Parti socialiste et que Olivier Faure propose très vite au Bureau national un calendrier politique. Avec des rencontres avec les partis de gauche. Moi, j'en ai un peu marre qu'on se retrouve dans un corner depuis quelques mois. Quand vous parlez des partis de gauche, vous parlez de quoi ? Des écologistes ? D'Europe Écologie, du Parti communiste français, de Génération. Qui pèsent très peu, quoi, en fait. De la gauche. Moi, je parle de la gauche. Vous savez, il y a un... Mais ça, c'est 1% à chaque fois, quoi. Ouais, mais à un moment, quand on était au pouvoir, la droite, elle pesait peu, puis elle est revenue. C'est Rousseau qui disait que l'histoire, elle est cyclique. Moi, je ne vais pas rester les bras ballants. Je me prépare à ce qu'un jour, ça prendra peut-être un peu de temps, on revienne dans des conditions de diriger ce pays. Et donc, je veux qu'il y ait un calendrier politique ça pourrait être quelqu'un qui soit pour qu'on puisse déjà rencontrer les partis et voir si on a des points communs. Ça pourrait être quelqu'un qui n'est pas du PS qui conduise cette liste. Peut être la société civile, bien sûr. Ça peut être même, si on fait une liste d'union de la gauche, un autre en tête de liste qu'un membre du Parti socialiste. Moi, j'étais pour la gauche arc-en-ciel. Mais si on ne définit pas vite... Sans les insoumis, alors. Mais de toute façon, arrêtons de parler des insoumis. C'est même pas un sujet. Ils ne veulent pas discuter avec nous tant que ce sera Jean-Luc Mélenchon, même s'il y a bisbis, je vous l'ai dit, dans leur groupe. Mais tant qu'on n'aura pas défini avec qui on veut parler dans la gauche, à qui on doit s'adresser chez nos compatriotes et qui doit tirer la liste, on peut faire tous les chantiers sur la reconstruction de l'Europe. Ce sera un énième chantier. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est un acteur à gauche, fossoyeur. Pourquoi il serait fossoyeur de la gauche ? Je vais être bon camarade vis-à-vis d'un ancien camarade du Parti socialiste. Voilà, c'est Luc Carvounas. On continue les questions avec Jérémy Pontieux qui nous a rejoint dans le studio.
Jérémy, bonjour. Qu'est-ce que vous êtes grand? Bonjour. Oui, dis donc, baissez un peut-être, peu. hop là, voilà, je trichais. Du coup, je me redresse. J'ai triché un petit peu. Alors, de quoi la France pourrait-elle bien parler avec la Russie? C'est Bruno Pau qui nous dit ça aujourd'hui, puisqu'il y a les rencontres entre Macron et Poutine. à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, la France n'est qu'un pauvre vassal des USA, c'est ce qu'il nous dit. Il y a 30 ans, la diplomatie française était respectée et écoutée. Est-ce que vous pensez, vous, que cette réunion ne servira à rien, que la France n'est plus écoutée? Bon, moi, je suis toujours pour qu'il y ait des bonnes relations diplomatiques en général. Donc, la France, par la voix de son président et le nouveau président russe, le président russe réélu de manière soviétique, pour reprendre cette expression, se parle, c'est normal. Après, comme dans une fameuse pub, c'est what else, quoi. Ça sert à quoi Ah bah si, il y a quand même des enjeux importants. La Russie est engagée en je parle de la Syrie. diplomatie en général. Oui. On voit Emmanuel Macron beaucoup aller à l'étranger. Je crois qu'il est en train de battre tous les records d'un président élu en un an. Il a fait beaucoup de pays. Pour quel résultat ? Je ne vais pas redire ce qui s'est passé quand il allait rencontrer Donald Trump avec l'Iran. On l'accueille, Justine Trudeau, jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour qu'il vienne nous vendre le CETA. Vous connaissez ma position sur le CETA. Donc, que le président de la République, à l'étranger, porte bien la voix de la France pour plein de raisons. Ça le fait bien. Oui, mais tous les présidents de la République, parce qu'ils sont présidents de la République, ça dépasse leur personne seule, portent bien la voix de la France. Ce qui ajoute aujourd'hui, c'est qu'il est jeune, il est dynamique, mais quand on commence à regarder le tableau des résultats, il n'y a pas grand-chose à cocher. Voilà, c'est la réalité. La dette de la SNCF sera reprise à hauteur de 30 à 35 milliards d'euros par l'État, c'était confirmé ce matin. Pourquoi, se demande le contribuable, devra-t-il payer ? Le contribuable, comme pourquoi c'est les cheminots qui payent finalement au travers de la réforme de leur statut, qui n'est même pas demandé dans le 4e pacte ferroviaire, qui est en train d'être voté. Ça n'a jamais été demandé par Bruxelles, mais c'est en train d'être fait. Et c'est eux qui trinquent. Quand j'avais rencontré les syndicats de cheminots... Vous n'allez pas nous dire que les cheminots trinquent alors qu'ils ont un statut qui est quand même... Oui, mais il faut arrêter là. Assez... Faites pas de fake news là. Non, mais je ne dis pas qu'ils ont un statut privilégié, mais ils ont quand même un statut qui leur garantit certains avantages. Enfin, en tous les cas... Non, vous faites pleurer personne, là. En tous les cas, là aussi, là, c'est un peu populiste ce que vous faites. C'est pas bien. Parce que ça mais c'est vous aussi. Non, parce que ça, vous êtes en train de participer à opposer les uns aux autres. C'est pas bien, les frères. Mais attendez, si, un peu. D'autant que le statut, il n'est pas menacé pour ce qui concerne ceux qui sont en poste. Eh bien, il se passera ce qui se passe en général quand, regardez ce qui est en train de se passer avec la Poste qui a été privatisée. Aujourd'hui, demandez à nos administrés, le service de la Poste fonctionne mal. À un moment donné, mais c'est la réalité. Attendez, la Poste, à l'ère de numérique, elle est obligée d'évoluer aussi. Je reviens à la question. Il faut déjà que la France négocie avec Bruxelles la reprise de la dette. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bruxelles prendrait la dette à sa charge? Non, mais aujourd'hui, dans les contraintes des traités, si vous voulez éponger 30 milliards ou 46 milliards, vous dépassez le seuil des 3%. Donc Bruxelles ne vous autorisera pas, vous grévez la dépense publique et donc l'endettement. Donc il y a des choses à faire. Je trouve que ça va dans le bon sens, la reprise dans la dette, c'était une de nos demandes. Après, elle n'est pas encore actée. Et pour répondre à votre internaute, la question, il doit aussi se la poser par rapport à l'exonération intégrale de la taxe d'habitation, y compris pour les plus riches désormais, parce que... Oui, enfin, ça ne touche pas la résidence secondaire. Oui, ça c'est un retour encore sur investissement, mais qui va payer à votre avis? Vous croyez comment tous ces milliards à flot, qui va payer? Ils vont créer un nouvel impôt? Mais c'est sûr. Qui va payer cette lubie de service national, 2 milliards de plus? Qui va payer? Je recentre sur le département du Val-de-Marne. 2 enfants ont été victimes d'une tentative d'enlèvement le 14 mai et Jo Bard se demande comment prévenir la société contre ce type d'individus malheureusement pas isolés. Oui, c'était du côté ce sujet. C'était du côté de Créteil, donc à côté d'Alfortville et dans mon département. Comment prévenir? En essayant au travers, je vais être un peu technique, des comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, de mettre en synergie tous les acteurs, qu'ils soient associatifs, institutionnels, et d'avoir des signaux d'alerte. Après, là, je ne connais pas bien ce dossier d'enlèvement, mais de toutes les manières, c'est au niveau du territoire et au niveau des maires que les choses se passent, et je ne vais pas vous étonner parce que je reste constant. S'il y a une chose que j'ai entendue que je trouve positive dans le plan banlieue, qui n'en est pas un d'Emmanuel Macron, c'est que les maires, qui sont le premier guichet républicain, puissent connaître par la voix des préfets ceux qui sont fichés S pour radicalisation dans leur commune. Ce n'est pas les fichiers S, c'est les fichiers des radicalisés. C'est ce que je viens de dire. Fichiers. C'est ce que je viens de dire. D'accord. Vous n'écoutez pas en fait. Oui, mais ce n'est pas le fichier S. Oui, c'est l'autre fichier.
C'était Luc Carmounas qui répondait à vos questions. On le remercie. Merci beaucoup, Luc Carmounas. Bonne journée. Merci, Jérémy Pontieux, de vous être fait le médiateur de nos internautes. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.